Bonjour à tous, merci d'être venus à la DroidCon Paris 2014. On va enfin commencer les confs après la keynote. Euh, donc, Merci d'accueillir Xavier Alad qui nous vient d'Intel, qui est software Développeur évangéliste et maintenant. développeur evangelist, c'est le mot que je cherchais. On aime bien changer les noms. C'est ça. Et qui est ici pour vous parler du support multi-écran dans les applis Android et pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec deux écrans. Voilà, bonne conférence. Bonjour à tous. Donc le talk fait partie du track en français. Donc j'ai le plaisir de le faire en français. J'espère qu'il n'y a personne qui parle que anglais dans la salle. Sinon, le voisin va devoir traduire. Les slides restent en anglais par contre, j'ai pas eu le temps de les traduire. Mais bon, de toute façon, c'est des termes techniques, du coup, on s'en fout un petit peu. Donc je vais vous présenter l'API Presentation qui fait partie du framework Android et ce qu'on peut faire avec. Donc déjà, il y a plusieurs façons de connecter un écran à un device Android. C'est pas des façons hyper occultes, donc je les ai listées ici. Ce que j'utilise en ce moment là, c'est Miracast. Donc j'ai un petit adaptateur avec une sortie HDMI qui va au projecteur et je suis connecté à elle-même en Wi-Fi direct. Donc j'ai pas besoin de réseau existant, etc. C'est un des avantages de la techno et c'est une de celles qui, en sans fil, permet d'avoir la latence la plus basse. Une autre technique qui est apparue depuis aux alentours de Google I/O, un petit peu avant, c'est le Chromecast Mirroring. Donc tout le monde connaît Chromecast, donc le petit boîtier le petit dongle HDMI que vous pouvez connecter derrière une télé qui est fait par Google. À la base, ce dongle, il prend du contenu directement d'Internet et il peut être piloté depuis vos devices Android. Donc à la base, c'est pas fait pour vraiment connecter un écran directement, mais ils ont ajouté cette fonctionnalité donc de Chromecast Screen Mirroring qui permet de faire un petit peu comme Miracast. Donc cette fois-ci avec le Chromecast, il y a besoin d'avoir un Wi-Fi préexistant, donc le Wi-Fi sur lequel vous avez déjà configurer votre Chromecast, mais la connexion va quand même se faire directement depuis la tablette au Chromecast quand c'est possible, grâce à une spec Wi-Fi qui s'appelle TDLS, donc qui va permettre d'établir une connexion tunnel directement entre le device et le Chromecast sans avoir à repasser par le routeur. Donc c'est pas mal, mais par contre pour l'instant il n'y a que 13 devices Android qui sont compatibles, ils appellent encore ça une feature bêta. Et au niveau de la latence, c'est quand même moins bien que le Wi-Fi direct et donc Miracast. Et après, bon, c'est un petit peu moins nouveau comme méthode, mais vous pouvez aussi utiliser des câbles. Mais bon, c'est un petit peu plus embêtant. La latence est forcément meilleure. Et donc pour la connexion par câble, il y a plusieurs standards pour les devices Android. D'abord du micro HDMI. Donc ça va passer par une prise supplémentaire micro HDMI sur la tablette. Et aussi du MHL ou Slimport, qui eux vont passer en même temps sur le port USB de la tablette. Donc quand il y a le support micro HDMI, c'est facile à voir. Vous regardez, s'il y a un truc qui ressemble à du micro USB mais qui n'est pas du micro USB, il y a des chances que ce soit micro HDMI. Par contre, s'il n'y a rien d'autre, des fois le port, c'est possible qu'il soit aussi compatible MHL ou Slimport. Donc c'est deux standards différents qui ne sont pas compatibles entre eux, comme d'habitude. On ne sait pas qui va gagner entre les deux encore. Mais l'avantage de ceci par rapport à du micro HDMI, c'est qu'ils permettent au device de continuer à être chargé donc pendant qu'il est connecté. Sachant que ça utilise le même port, c'est quand même sympa. Donc dans tous les cas, de toute façon, sous Android, une fois qu'il y a un écran qui est connecté, dans votre app, vous pouvez l'adresser directement en utilisant la Presentation API. Donc la Presentation API elle est disponible depuis Android 4.2. Avant, il y avait quelques vendeurs qui avaient déjà une implémentation de Miracast et donc qui permettait de faire des trucs, notamment Samsung, et donc ils avaient leur propre API propriétaire, etc. Maintenant, c'est une API Android standard. Donc tous les devices à partir d'Android 4.2 ne sont pas forcément compatibles Miracast, mais une bonne partie de ceux-ci. Et dès qu'on est sur du moyenne gamme, haut de gamme, ils le sont tous. Donc pour ajouter un écran, bon, je vous fais pas le schéma quand vous le faites avec un câble, mais pour ce qui est des autres techniques, donc Chromecast Screen Mirroring, ça se fait depuis l'application Chromecast. Donc il faut aller dedans, et puis si votre device est compatible, vous avez l'option sur la gauche, et vous pouvez initier la connexion. Dans le cas de Miracast, ça bouge un peu. Dans l'AESP en général, c'est dans Settings, dans Display Settings. Et là, vous avez un petit Wireless Display. Et vous pouvez aussi, une autre méthode pour ajouter un écran sur Android, c'est dans les Developer Settings. Vous pouvez carrément simuler la présence d'un écran externe. Donc ça va vous mettre l'écran en overlay sur l'écran même de votre device. Donc, ce qui est assez pratique quand vous faites du dev avec le support du second écran, puisque vous pouvez connecter un écran, même en connecter deux en même temps. Donc tout ça en software, et ça marche plutôt bien. Ça marche tellement bien que ça marche même dans l'émulateur.
Donc pas toutes les versions de l'émulateur, il y en a qui marchent plus ou moins bien, puisque c'est un truc qui ne teste pas en fait. Donc, mais pour l'émulateur en version 4.2, ça marche nickel, en général. Enfin, au niveau du nom du menu que vous allez retrouver, donc là c'est Wireless Display, c'était en 4.2. Maintenant en 4.4, ils appellent ça Cast Screen, je crois. Et après, tous les constructeurs sont amusés à mettre leur propre nom, qu'ils trouvaient cool, pour présenter la feature Miracast. Donc chez Samsung, ils ont appelé ça un temps All Share Cast. Chez Sony, ils appellent ça Screen Mirroring la plupart du temps, même si on peut faire plus que du Screen Mirroring. Chez HTC, ils l'ont appelé Media Output, etc. Donc le nom final, peut-être, si tout le monde commence à utiliser un nom, ça va être Cast Screen, parce que le but aussi, donc on peut le deviner un petit peu dans la documentation Android, c'est que le Chromecast Mirroring, il n'y aura plus besoin de passer par l'appli Chromecast et que tout soit géré directement dans Miracast, enfin dans les menus du système, qu'on puisse faire Cast Screen et sélectionner indépendamment des Chromecast, des boîtiers Miracast et tout ce qui permet de faire donc du screencasting. Donc ce sera bienvenu, mais bon, pour le moment, ça passe par l'appli Chromecast. Donc quand vous connectez une tablette, ben, par défaut, c'est en mode clone et ça se scale. Tout simplement là. C'est du scaling, donc ma tablette elle est en 1080p. Le récepteur Miracast il est aussi en 1080p, donc il n'y a pas vraiment de scaling dans ce cas-là. Par contre, si je passe en portrait, donc si je passe en portrait, ça va se mettre en letterbox et refaire le scaling. Bon, c'est un petit peu ce que vous auriez voulu qu'il arrive, quoi, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Le scaling est fait dans le device avant d'envoyer ? Exactement, ouais. Tout est fait dans le device. Donc le dongle qui fait la réception, il est pas très très smart. Ce qui permet d'ailleurs au dongle de se connecter à plein d'autres genres de devices. Donc je parlais de Miracast. Miracast, c'est un standard de communication pour faire du screencasting. Et donc la plupart des PC maintenant sous Windows 8.1 minimum sont capables d'envoyer du contenu Miracast directement. Et donc ça marche avec quasiment tous les devices. Je pense que vous devinez avec quel device ça ne marche pas. Voilà, ça marche aussi avec Windows Phone, ça marche aussi avec BlackBerry. Donc voilà, je crois qu'il ne reste plus trop de choix, bon, vous avez deviné. Donc ça c'est le mode clone, tout est scalé. Après, plutôt qu'en mode clone, donc ça c'est un petit trick qu'on a fait sur nos devices, mais je trouve assez sympa. Quand vous avez une application qui utilise VideoView ou le framework vidéo d'Android de manière générale, s'il n'y a qu'une seule VideoView sur l'affichage qui va être scalé, ce que la plateforme fait sur certaines de nos implémentations, c'est de directement prendre le contenu qui aurait été affiché par la VideoView et de directement l'envoyer au device. Comme ça permet de, même si vous avez une petite fenêtre de vidéo, comme sur YouTube en mode portrait par exemple, elle peut arriver en 1080p au récepteur. Donc pas scaler, rescaler, etc. pour faire une bouillie à la fin, ça fait directement ce que vous auriez voulu. C'est-à-dire qu'en tant que dev d'app, s'il y a le petit trick sur nos plateformes, bah, vous avez besoin de rien faire si jamais vous avez juste une app multimédia. Et donc en général, on désactive le rendering sur le device lui-même pour sauver un petit peu de conso, mais c'est modifiable dans les user settings. Bah, après, la partie intéressante, c'est d'utiliser la Presentation API, donc comme dans cette application développée par le mec au premier rang. Donc si ça crache, on sait qui attaquer et lancer des tomates. Mais normalement, ça marche plutôt bien. Donc qui permet vraiment de gérer les deux affichages indépendamment. Ce qui est quand même cool, parce qu'au moins je peux vérifier mon temps, un petit peu comme ils ont fait tout à l'heure à la keynote. C'était une pique gratuite, je m'excuse. Et ce que vous pouvez même faire, c'est utiliser la Presentation API depuis un service qui tourne en background. Donc, du coup, vous faites ce que vous voulez sur votre device, c'est le background service qui manipule la présentation qui tourne derrière. Alors, c'est pas hyper documenté comme technique, j'en parlerai plus à la fin du talk, mais c'est jouable. Bon, par contre, il faut quand même avoir une bonne raison de le faire, parce que si vous le faites, ça veut dire que il n'y a plus que votre contenu qui s'affiche sur l'écran externe. Et les différentes implémentations jouent plus ou moins bien avec ça, quoi. C'est-à-dire que si notre appli arrive derrière et utilise aussi la Presentation API, donc d'après la doc, il se passe
il se passe ce qui se passera. Donc sous Android, j'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais pour connecter en général, c'est dans les display settings. Vous pouvez aussi souvent retrouver le même settings depuis les quick settings, donc dans la plupart des derniers devices, donc avec le cast screen. Et puis pas mal de manufactureurs ont mis un petit peu leur propre UI. Mais même si les noms changent, la tête du truc change, normalement tout ça c'est standard Miracast et ça doit marcher. Donc au niveau du concept de Miracast, donc très bonne question de tout à l'heure, tout est fait sur le device source en fait, au niveau de la gestion de cet affichage. Donc ça fait vraiment tout l'encodage et le multiplexage vidéo et audio. Et après, ça l'envoie en Wi-Fi direct vers le petit boîtier qui est là, puisque bon, on a un vieux projecteur qui gère pas ça en natif. Et donc il fait le décodage, etc. Il y a quelques petites choses en plus qui peuvent s'ajouter autour, j'en parlerai après. Au niveau des adaptateurs Miracast, donc là il y en a un, c'est l'Action Tech, donc il y en a pas mal qui existent. Le but c'est aussi de l'intégrer directement dans les télés et les projecteurs. Et donc le prix des adaptateurs, ça va de 35 € à 70 €, 90 € pour la version avec des incrustes en diamant. Mais, non, mais enfin, en fait c'est à peu près le même hardware, mais les prix varient pas mal. Au-dessus de tout ce qui est certifié Miracast, donc Miracast c'est un standard dont s'occupe la Wi-Fi Alliance, dont Intel fait partie. Parce qu'avant tout ça, avant Miracast, on avait aussi notre techno d'affichage sans fil, Intel Wireless Display. Du coup, on fait partie du consortium Wi-Fi Alliance et on a travaillé à l'élaboration de Miracast en reprenant de grandes parties de ce qu'on avait déjà fait. Et on a gardé le nom Intel Wireless Display parce qu'on garde un programme de certification au-dessus de Miracast, donc pour aller au-delà. C'est-à-dire que Miracast, à la base, il n'y a aucun prérequis au niveau de la latence. Si vous voulez faire le device le plus pourri du monde qui va mettre 1 minute à se connecter et puis après une latence de 10 secondes, vous pouvez. Mais du coup, on n'était pas trop d'accord là-dessus et on garde notre programme de certification. Donc il y a des prérequis au niveau qualité et latence qui sont un peu plus élevés. Et on fait aussi plus de tests d'interopérabilité. Au niveau du support de second écran dans les devices Android, honnêtement, pour la plupart, il y a moyen de connecter un second écran, que ce soit par Miracast ou en filaire. C'est très rare qu'il soit possible de rien faire, surtout dans les dernières versions d'Android. Donc, parlons un petit peu plus de l'API. Donc, l'API s'appelle Presentation API. Donc, c'est le nom. Je pense que ça aurait été difficile de trouver un pire nom si jamais vous voulez chercher des infos sur la Presentation API. Parce que bon, si vous tapez, je sais pas, Presentation API Google Android sur Google, vous aurez plein d'infos sur des présentations sur les API Android. Et mine de rien, c'est super embêtant. Même pour tomber sur la classe dans la doc officielle, il faut prendre le mot-clé exact. Si vous connaissez déjà le nom d'une classe, vous pouvez y arriver du premier coup. Donc c'est une classe qui fait partie des classes du UI, donc vous la gérez comme un dialogue en fait. Et d'ailleurs, c'est un enfant de dialogue. Donc à la différence du dialogue, c'est que là vous allez lui associer un display. Mais en fait c'est tout. La différence du dialogue, c'est que vous l'associez aussi avec un display. Parce que vous pouvez imaginer que vous connectiez plus qu'un seul écran externe à votre device Android. Avec lui, on peut en mettre 2 supplémentaires, il n'y a aucun souci. Bon, c'est juste un cas d'utilisation rare. Enfin, je connais personne qui suive la bourse sur 3 écrans à partir d'une tablette Android, quoi. Donc au niveau de l'utilisation de la Presentation API, c'est un dialogue, il faut lui donner un display. Donc ce display, vous avez 2 manières d'avoir son ID. D'abord avec la Media Router API, et ensuite, ou sinon avec la Display Manager API. Donc Display Manager, ça a été inventé aussi en API Level 17. Et donc la différence, c'est que Display Manager, ça va vous donner l'énumération de tous les displays connectés et qui sont compatibles. Donc le cas du triple écran est géré avec cette API. Mais je trouve que l'API qui colle le mieux, c'est Media Router API. Donc celle-ci va vous retourner qu'une seule route sélectionnée par défaut, sur laquelle il y aura ou pas un seul Presentation Display associé. C'est 1 ou 0. Donc si vous pouvez avoir un Presentation Display, ça veut dire que vous pouvez afficher votre présentation, et c'est parti. Donc
s'il y en a qui ont déjà fait du dev Chromecast, Media Router API, ça peut peut-être vous rappeler quelque chose. En fait, l'API Media Router, elle peut être utilisée pour plein de genres de routes. Donc les routes, là, ce qu'on utilise, c'est les routes de type vidéo. Et pour le Chromecast, c'est aussi un type de route particulier pour le Chromecast. Simplement, le Chromecast, il ne prend pas une Presentation API directe. Même en cas de screen mirroring, il est géré du coup comme un écran supplémentaire. Mais du coup, vous pouvez gérer dans le même menu, un peu le même système, ces différentes routes en incluant la Presentation API. Bon, ça va être plus clair après. Donc, ce que ça fait aussi, c'est que vu que cette API, elle fait partie un peu du Dev Chromecast, elle est aussi disponible dans la Support Library version 7. Et donc, dans cette Support Library, vous pouvez gérer en même temps le Chromecast et les routes vidéo, donc ce qu'on utilise là. Donc, un truc marrant, c'est que dans la doc Google, si vous regardez la doc du Media Router classique, donc ils vont vous dire qu'elle n'est pas top et qu'il ne faut pas l'utiliser. Et si vous regardez la doc de Media Router dans Support Library V7, ils vont vous dire... Ah non, pardon, c'est en fait dans chaque API dit que l'autre API c'est de la merde. Ce qui est assez drôle. Elles n'ont pas été écrites au même moment. En fait, c'est pour les cas d'usage de Presentation API et pour les cas d'usage de Chromecast, chaque API dit que l'autre n'est pas top. Bon, en fait, la moralité, c'est que vous utilisez celle que vous voulez, les deux marchent très bien. Si vous voulez gérer en même temps le Chromecast, c'est obligé d'utiliser la Support Library. Et sinon, la Media Router API est un petit peu plus... Enfin, elle vous évite d'utiliser la Support Library si vous n'en avez pas besoin, c'est tout. Mais les deux marchent. Et les deux produisent exactement le même résultat à la fin. C'est ça qui est important. Donc au niveau du workflow dans votre app, vous faites déjà appel au service Media Router. Dessus, vous lui demandez la route par défaut pour le contenu type live vidéo, qui correspond au contenu donc Miracast. Donc ça vous donne une route info. Sur cette route info, vous faites un get presentation display. S'il est nul, c'est qu'il n'y a pas de presentation display associé. Donc si vous instanciez une présentation, elle ne sera pas affichée puisqu'il n'y a pas d'écran externe qui le gère. Sinon, vous avez un display ID et vous pouvez le donner directement à votre présentation, l'instancier et la montrer, comme vous l'auriez fait pour un dialogue, sauf qu'il y a un display en plus. Une fois que c'est fait, il faut penser à mettre quelques callbacks, parce que la connexion au fil du temps, elle peut changer. L'user, il peut choisir de la killer, que ce soit pendant que votre app tourne ou pas. C'est des cas un petit peu embêtants à gérer. Donc pour ça, sur le service Media Router, vous pouvez ajouter un callback sur onRoute unselected, selected et onRoute presentation display changed. De cette manière, dans ce cas-là, vous pouvez détruire et recréer la présentation si besoin. Et changer aussi le reste de l'UI de votre application pour signaler il y avait un écran connecté, il ne l'est plus. Du coup, si vous faites des changements sur l'UI durant ces callbacks, c'est important de supprimer et remettre le callback dans les onResume et onPause de votre activity. Parce que si vous faites un changement d'UI alors que l'user n'est plus sur votre app mais qu'il a déconnecté l'écran, vous risquez d'avoir des soucis. Quand vous faites le design pour votre présentation, du coup, comme un dialogue, vous lui passez votre layout XML, vous faites un peu ce que vous voulez. Par défaut, tout se met bien, donc ça va s'afficher soit en 720p, soit en 1080p pour le moment, il n'y a pas plus haut de gérer. Et aussi, le thème par défaut ne sera pas le thème du device. Donc le thème par défaut, en général, ce sera un Holo Dark ou, je devine, dans Android L, Material Dark. Simplement parce qu'en général, le contenu sur une télé, c'est plus du texte blanc sur fond noir, au niveau des contrastes. Donc là, je crois que cette tablette est en Holo Light, mais du coup, la presentation, par défaut, c'est du dark. Donc c'est des petites choses à savoir. Je vais inviter, je crois qu'il y a des gens de EDJing qui sont dans la salle pour faire une petite démo. Donc, comme Autonin au premier rang qui a fait l'application de présentation de slides ici, EDJing ont été parmi les premiers aussi à avoir une implémentation de la Presentation API dans leur application, que je vais laisser démontrer eux-mêmes, et après vous êtes présenté. Merci Xavier. Alors moi je suis Charles-Marie Desjardins, donc je suis le directeur technique et cofondateur de EDJing justement.
et Maxime Doussin qui s'occupe de toute la partie Android. Donc alors pour vous dire rapidement qui nous sommes la première application DJ au monde sur tablette et mobile. Nous sommes première application de DJ également cross-platform, donc on est sur Android, Amazon, et je sais qu'il faut peut-être pas s'inventer ici, mais on est aussi sur iOS et Windows. Nous avons totalisé environ 20 millions de téléchargements, on vient de les dépasser, dont presque 10 du coup sur Android. Et nos deux petites fiertés concernant donc Android, c'est que nous avons été sélectionnés parmi les meilleures apps de l'année par Google, donc sur le Google France, donc fin 2013, et nous sommes maintenant top développeurs Android. Donc voilà, je vous laisse la parole à Maxime pour vous faire la démonstration. Ok. Donc déjà, on va commencer par la première partie qui est pourquoi on a intégré le Miracast. Ah oui, c'est mieux comme ça. Donc pourquoi ? Donc je ne sais pas si vous connaissez le groupe C2C, donc un groupe de DJ. Les utilisateurs voulaient faire un peu le même style de démonstration en fait, quand ils voulaient faire un petit show, c'est-à-dire mettre une vidéo en même temps que leur son. Donc C2C, eux, ce qu'ils font, c'est des samples vidéo qui sont associés à leurs samples audio. Nous, on a décidé de faire plutôt le spectre, ça veut dire l'analyse du spectre en direct. Voilà, donc en fait, on a la platine. Et en même temps qu'on va jouer le morceau audio, on va avoir le spectre associé, donc spectre fréquentiel. Donc on va commencer, j'espère qu'il y a du son. Hop. Surprise. Parfait. Très bon. Donc comme on peut le voir à l'écran, donc on a directement les fréquences. Ah d'accord. Donc l'avantage du Miracast comparé aux autres systèmes, c'est vraiment la latence. C'est-à-dire que pour un DJ, on ne peut pas se permettre d'avoir une latence très longue parce que sinon, ce qui est affiché visuellement ne correspond plus du tout à ce qu'on entend. Et très rapidement, on s'en rend compte. Ça veut dire que dès qu'on dépasse les 50-60 millisecondes, on commence à l'entendre. L'avantage du Miracast, c'est qu'on arrive à... Donc c'est vraiment important pour nous. Donc on va le voir que quand on scratch, on arrête instantanément les fréquences. Là, quand je relâche instantanément, on reprend les fréquences. Donc très important pour nous. Après, on va regarder rapidement un effet qui va jouer sur le spectre des fréquences basses. Donc en fait, c'est un filtre qui passe bande. Donc normalement, on est censé faire bouger. J'essaye, mais c'est assez dur. Donc là, on voit bien que c'est séparé en deux bandes de fréquences différentes. Alors que si on le relâche, on est relativement... Par hasard, on était sur un break. On est relativement stable sur toutes les fréquences. Par contre, si on commence à filtrer sur une fréquence, normalement, on va avoir que certains endroits qui vont monter. Alors, par contre, on n'a pas... Donc, une démo assez rapide. Donc après, les points positifs, c'est vraiment l'intégration ultra rapide. C'est-à-dire que pour faire cette intégration, il nous a fallu environ, on va dire, 2 heures pour avancer la première vue. Après, bon, le développement d'Angel, ça c'est plus de temps, mais ça va trop de rapport avec la technologie de Miracast. Alors on en profite également pour vous faire une petite annonce. Si vous voulez en savoir plus, on va organiser un petit musique DVD donc dans nos locaux à Boulogne. Donc si vous voulez des informations sur notre site edjing.com, donc edjing.com, donc en partenariat toujours avec Intel. Donc voilà, on parlera un petit peu de ces technologies, de l'intégration côté graphique, l'intégration côté sonore, donc pour aller un petit peu plus loin que cette présentation peut-être un peu courte. Donc voilà. Et on en profite pour vous dire qu'on recrute. Donc si vous êtes à la recherche, on cherche également. Voilà. Non, personne n'a rien vu. On se voit après. Donc, merci DJ pour la petite démo. Donc au niveau des cas d'usage, bon, vous en avez vu un sympa d'avoir l'equalizer, enfin vraiment d'avoir un second écran bien géré depuis l'application. Pendant la démo, bon là on utilisait le jack de la tablette, mais ça c'est parce qu'en fait il y a un convertisseur VGA qui est derrière le boîtier Miracast, etc. Donc on ne pouvait pas faire passer l'audio par le VGA.
du coup on a utilisé un jack, mais sinon la technologie Miracast fait aussi transiter l'audio. Je crois que même, on peut même gérer 2 routes différentes au niveau de l'audio, et en avoir une sur Miracast et une sur la tablette. Donc pour un DJ, ça peut être utile aussi, d'avoir plusieurs routes à gérer. Donc au niveau des cas d'usage, on a vu sur la musique, c'est assez bien. Il y a aussi, par exemple, sur la consommation de contenu sportif, vous pouvez imaginer, sur votre tablette, vous avez une appli avec du contenu de course, quoi, et avec plein de caméras disponibles. Vous pouvez imaginer que vous designez l'expérience que vous voulez avoir. Donc sur votre tablette, vous sélectionnez je veux suivre ce coureur, je veux avoir la map, etc. Et ça se design après sur votre télé, et tout est géré depuis votre tablette. Si vous avez du contenu sportif, c'est vraiment un truc sympa à faire. De manière un petit peu plus utilitaire, par exemple, vous pourriez imaginer un browser qui va s'afficher sur la Presentation API, sur le Presentation Display, et qui du coup utilise vraiment toute la résolution et le screen real estate qui est disponible. Et vous pouvez même imaginer transformer dans ce cas-là votre tablette ou votre téléphone en touchpad, et puis même si jamais vous êtes sur un champ texte, transformer votre tablette ou téléphone en clavier et puis faire votre input. Donc tout ça sans PC, juste avec un dongle à 50 € ou moins. Donc ça c'est un cas d'usage sympa. En plus, j'ai pas encore vu passer de dev qui l'avait fait, et tout est dispo pour le faire. Après au niveau du gaming, on a parlé de latence, c'est sûr que c'est pas aussi bien qu'un câble, donc le FPS c'est peut-être pas vraiment le bon exemple. Mais il y a moyen de faire des jeux casual sympas. Imaginez rien qu'avec l'accéléromètre, vous pouvez faire un jeu basé sur l'accéléro, et du coup la personne qui l'utilise a vraiment toutes les libertés de mouvement, puisqu'on n'a pas besoin de regarder l'écran de la tablette ou du téléphone. Tout le rendering peut se faire sur un grand écran à côté. Donc imaginez réimplémenter des trucs type Wii, etc. C'est aussi faisable. Ce que vous ne faites pas du coup quand il y a seulement le téléphone tout seul, puisque vous avez besoin de voir ce qui se passe sur l'écran. Et même de manière générale, plutôt qu'un browser, vous pourriez même imaginer un VNC qui tourne avec un accès bureau distant. Donc ça peut commencer à atteindre des trucs sympas. Et même au niveau de l'aspect Miracast, il y a même la possibilité de connecter un clavier, une souris en USB directement au boîtier et d'avoir le retour sur la tablette. Donc ça fait partie de l'aspect et du standard. Par contre, je n'ai pas encore vu implémenté sur des vraies tablettes, où c'en est assez balbutiement, mais c'est une ouverture possible. Donc ça s'appelle le USB Input Back Channel. Et donc, de manière générale, en fait, n'importe quelle application où il y a une partie input et une partie visualisation, elle peut être splittée. Du coup, donc avec la partie input sur le device et la partie visualisation sur l'écran externe. Donc, par exemple, imaginez une appli de gestion de tournoi où vous mettez les scores de tout le monde, parce que bon, vous gérez le tournoi, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle, et tout le monde voit l'état du tournoi en temps réel, avec ce qui se passe et où. Ça peut être un usage sympa. Pour aller un petit peu plus loin au niveau des API, si vous voulez faire des trucs avancés, il existe des API pour manipuler la connexion au wireless display, etc. Par contre, toutes ces API, en fait, elles ne font pas partie du framework, elles font partie de la OSP. Donc en général, il vaut mieux pas les utiliser. Mais si jamais vous faites votre device particulier, c'est des choses utilisables. Mais sinon, dans la vraie vie, ça crache sur la plupart des devices. Donc c'est vraiment si vous designez votre truc pour un device particulier. Et d'ailleurs, même les intents pour afficher le menu Configure Wi-Fi Display, par exemple, elles crachent sur la plupart des devices un petit peu customisés. Donc je nommerai pas les 2 plus gros constructeurs premiers à le faire, mais en tout cas, ça crache chez eux. Ce que vous pouvez faire, par contre, pour indiquer à l'utilisateur que vous avez un usage second écran, que vous pouvez y connecter un adaptateur Miracast et que ça peut être intéressant, vous pouvez ajouter un Media Route Button. Donc ça fait partie de l'API Android et vous pouvez l'utiliser librement. Ça ne fera pas crasher le device. Donc c'est simple. Donc vous utilisez le Media Route Action Provider. Alors ce Media Route Action Provider, il est disponible aussi bien dans l'API normale que dans la Support Library version 7. Donc c'est ce même bouton que vous pouvez utiliser aussi pour le Chromecast. Donc directement, vous cliquez et il affiche une pop-up avec les devices disponibles. Donc à terme, il pourra même afficher un Chromecast disponible, mais pour l'instant, vu que Chromecast Screen Mirroring, ça fait vraiment partie de l'application Chromecast, ça n'en fait pas partie. Quand ce sera plus intégré au système, donc comme on le devine un petit peu en lisant la doc, là, ça sera disponible dans le même menu, ce qui sera mieux. Sauf si vous êtes... Ouais. En fait, si vous utilisez déjà la Support Library avec le Media Route Action Button, le Chromecast s'affiche déjà dans ce menu-là. Et sinon, je pense pas.
Donc quelques derniers petits commentaires avant de passer questions-réponses. Pour afficher une présentation directement depuis un background service, ça marche exactement de la même manière que si vous vouliez afficher un dialogue depuis un background service. C'est-à-dire qu'il faut une permission particulière qui est System Alert Window. Et quand vous instanciez votre Presentation API, il faut changer les layout param pour mettre Type System Alert. Et du coup, votre application elle sera mise comme pouvant dessiner au-dessus de votre application. Et si ça plaît à l'utilisateur et qu'il accepte, bon, vous pourrez afficher une présentation directement depuis votre service. C'est juste pas du tout documenté, mais ça marche. Donc il n'y a pas vraiment de garantie que ça continue comme ça tout le temps, mais ça fait quand même plusieurs releases que ça reste. Donc peut-être qu'un jour ce sera documenté. USB Input Backchannel, donc c'est ce qui permet à des devices USB de se connecter directement au boîtier et d'être comme connecté à votre device. J'en ai parlé tout à l'heure. Un autre truc sympa, c'est au niveau HTML5. Donc nous à Intel, on a travaillé à l'élaboration d'un standard pour cette Presentation API, donc pour qu'elle marche aussi sur d'autres devices. Et là, on a déjà fait une implémentation pour Android au travers de Chromium. Et donc, je vais faire une petite démo d'une app HTML5 du coup. Donc c'est une app HTML5 qui utilise une runtime Chromium qui a été un peu modifiée au travers de notre projet open source qui s'appelle Crosswalk. Je vous invite à prendre plus d'infos dessus si vous faites du dev HTML5 et que vous vous plaignez des perfs. Parce que ça marche plutôt pas mal. Donc c'est une runtime Chromium qui gère bien sûr WebGL, WebRTC, etc. Donc je suis très nul à ce jeu, mais bon, je vais tenter quand même. Donc la question était sur l'implémentation de Miracast dans les voitures pour utiliser l'écran déporté de la voiture pour le connecter à la tablette et le faire marcher avec des choses comme Android Car, etc. Donc ça serait pas mal. Par contre, en fait, il y a d'autres standards qui viennent plutôt là-dessus. Donc je ne sais plus exactement les noms, mais je crois que c'est CarPlay ou des... Non, c'est un autre nom et c'est pas du tout ce standard que ça va utiliser. Parce que le but d'avoir l'écran déporté en fait dans les voitures, ça va être de l'utiliser pour des applications qui sont plutôt approuvées pour un usage en conduite. Parce que là, si on mettait l'écran déporté en voiture, ce serait possible que des gens le fassent. Par contre, du coup, il faudrait garder la voiture arrêtée pour l'utiliser, comme on peut le faire actuellement avec les entrées vidéo. Ce qui est d'un côté dommage. Donc ils travaillent sur d'autres standards pour permettre d'avoir cette utilisation en écran déporté, donc comme ce que va faire Google avec Android On Car, qui est vraiment un écran déporté, mais qui n'utilise pas Miracast. Au final,
ça utilise quand même la Media Router API, mais peut-être un type, par exemple Android Auto, qui permettra seulement certaines choses. Ça, je sais pas. J'ai pas du tout regardé l'API pour Android Auto, mais c'est possible. Oui, là, on passe aux questions. Bonjour. Moi, je me demandais s'il y avait au niveau de l'interface utilisateur globale Android, est-ce qu'il y avait un support des écrans multiples, par exemple, est-ce qu'on pouvait lancer une application sur un écran et en avoir une deuxième sur l'écran de la tablette ou ce genre de choses? Non, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un gestionnaire de fenêtres sous Android. Non. Après, c'est possible d'en développer un, enfin en surcouche, comme certains constructeurs le font. Mais non. Et en même temps, c'est pas vraiment fait pour ça, pour la simple et bonne raison qu'en général, l'écran déporté, il va pas être tactile. Et du coup, une fois qu'on a envoyé l'application, on peut plus vraiment interagir avec. D'accord. Enfin, je pensais le cas d'utilisation, c'est vraiment ce qu'on retrouve sur un PC où on branche un deuxième écran et on balade nos applications à droite à gauche. Voilà. Non, de la même manière qu'il n'y a pas vraiment de support du multifenêtrage sous Android, il n'y a pas non plus de gestion de ce genre-là. Et juste rapidement, est-ce qu'il y a une interaction entre Miracast et la norme DLNA? Non, du tout. C'est vraiment différent. Okay. Donc, parce que DLNA, ça va chercher le contenu et ça va le streamer. Et avec plein de types de contenus, etc., c'est vraiment une norme épaisse. Et avec des problèmes de codec, etc. Là, non, c'est tout standardisé et c'est un type de contenu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du stream du son en fait? Est-ce que c'est bicanal? Est-ce qu'on peut transférer du 5.1 ou Ouais, sur l'implémentation actuelle, c'est du 5.1, tout simplement. Bicanal, non. Un petit truc sur le streaming audio aussi, c'est que on ne peut pas streamer de l'audio seul en fait. Dans toutes les implémentations, on peut streamer de l'audio avec un écran noir, hein, mais c'est possible, mais il n'y a pas vraiment de Miracast sans cast, juste pour de l'audio. C'est pas encore dans le standard. Je ne sais pas si c'est en projet ou pas. Autre question? Au niveau des FPS, on tourne à combien sur les devices classiques? Ça dépend un petit peu des implémentations. C'est 30 ou 60. Là, on peut voir. Hop. Donc avec l'API Display Manager, on peut le voir. Donc là, c'est du 1080p, 60 fps. Après, sur d'autres devices d'ancienne génération, c'était souvent du 720p. En général, 60 fps quand même. Par exemple, tout à l'heure à la keynote, on voyait que sur son écran c'était fluide et en fait que la vidéo déportée c'était hyper saccadé. Là, est-ce qu'il y a le même problème ou est-ce qu'on s'est garanti d'avoir toutes les frames sur le device? Vu que c'est du streaming temps réel, il n'y a pas de garantie d'avoir toutes les frames. Il peut y avoir des drops si jamais il y a un problème de connexion, des interférences, etc. Après, ça marche quand même plutôt pas mal. Selon l'implémentation du standard, il y a aussi le cas de streaming vidéo où on veut de la qualité qui est gérée. Dans le standard, ça existe. Après, dans l'implémentation, non. Il n'y a personne qui l'a vraiment fait. Donc, c'est vrai que normalement, c'est possible d'augmenter la latence pour avoir une meilleure qualité et faire un peu plus de bufferisation. Et là, je vais regarder, j'ai pas VLC. VLC, ils ont fait une implémentation sympa, en fait, en utilisant la Presentation API. Sauf que je ne l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai comme player audio? Qu'est-ce que j'ai comme vidéo aussi? Allez, on va choisir celle-là. On croirait déjà qu'il y a un problème de rendering, mais non. Donc ça, c'est la présentation d'une app open source qu'on a faite. C'est un petit jeu en HTML5. D'ailleurs, on le lance cette semaine, en fait. Et si vous voulez contribuer à l'application pour faire un niveau, vous pouvez y aller.
L'application à la base, c'est un petit peu l'histoire d'un dev qui lance son app. Et donc il y a une phase où il faut éviter un peu les distractions, jouer avec le chat, avoir des idées, etc. Deuxième phase où c'est un peu plus du tap tiles, où il faut éviter les bugs. Et après il y a une phase de debug si jamais vous avez fait trop de bugs. Et dernière phase, il faut lancer votre app au bon moment, quand la concurrence n'est pas trop élevée, etc. Donc là, si vous rencontrez une licorne, je crois, ça vous distrait. Non, c'est quand vous jugez trop avec le chat, ça fait un effet sympa, parce que votre personnage meurt, etc. On l'a fait un petit peu cool, et donc vous pouvez contribuer à la V2, tout est sur GitHub. Voilà. Et donc la vidéo a très bien marché. On a juste le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Non, bah merci beaucoup. Okay. Si vous voulez plus d'infos, je suis en bas, attaché aux bouffes Intel.